Dans l'ancienne Babylone, vivait autrefois un homme très riche nommé Arcade. Partout, il était connu pour son immense fortune. Il était également connu pour sa libéralité. Il était généreux dans ses actes de charité et envers sa famille. Il dépensait également généreusement pour lui-même. Néanmoins, chaque année, sa fortune s'accroissait plus rapidement qu'il ne la dépensait. Et un jour, certains de ses amis de jeunesse vinrent le trouver et demandèrent « Arcade, tu es plus fortuné que nous. Tu es devenu l'homme le plus riche de Babylone alors que nous luttons pour survivre. Tu peux porter les plus beaux atours et savourer les mets les plus rares alors que nous devons nous contenter d'habits présentables pour nos familles et de les nourrir du mieux que nous le pouvons. Or, autrefois, nous étions égaux. Nous avons étudié chez le même maître. Nous avons joué au même jeu. Et ni aux études ni aux jeux, tu ne nous surpassais. Et, entre-temps, tu n'as pas été un citoyen plus honorable que nous. Tu n'as pas non plus travaillé plus dur ou plus assidûment, pour autant que nous puissions le juger. Alors, pourquoi un sort capricieux t'a-t-il désigné pour apprécier les bonnes choses de la vie, tout en nous ignorant, nous qui les méritons tout autant? Là-dessus, Arcade protesta en disant « Si vous n'avez accumulé aucune richesse depuis les années de notre jeunesse, c'est faute d'avoir appris ou respecté les règles qui gouvernent l'enrichissement. Le sort capricieux est une déesse cruelle qui n'apporte de bien permanent à personne. Au contraire, elle apporte la ruine à presque tous les hommes qu'elle couvre d'or immérité. Elle crée des dilapidateurs qui dépensent aussitôt tout ce qu'ils reçoivent et se retrouvent assaillis par des appétits et désirs écrasants qu'ils n'ont pas la capacité de gratifier. D'autres qu'elle favorise deviennent des avares, qui thésaurisent leur fortune et craignent de la dépenser, conscients de ne pas posséder la capacité de la remplacer. Eux aussi sont assaillis par la crainte des voleurs et se condamnent à vivre une existence vide et de misère secrète. Il y en a probablement d'autres qui peuvent accepter de l'or immérité et le faire fructifier et continuer à être des citoyens heureux et contentés. Mais ils sont tellement rares que je ne les connais que par ouï-dire. Songez aux hommes qui ont soudain hérité d'une fortune et voyez si ce que je dis n'est pas vrai. » Ses amis reconnurent qu'il avait raison quant aux hommes de leur connaissance qui avaient hérité de leur fortune. Ils le conjurèrent de leur expliquer comment il avait fait pour amasser une telle fortune. Aussi, il continua. « Quand j'étais jeune, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu toutes les bonnes choses qui existaient pour apporter le bonheur et le contentement. Et j'ai réalisé que la richesse augmentait leur pouvoir. La fortune est un pouvoir. Grâce à la fortune, de nombreuses choses sont possibles. L'on peut décorer sa maison avec le plus somptueux mobilier. L'on peut voguer sur les mers lointaines. L'on peut déguster les mets fins de contrées éloignées. L'on peut acheter les ornements du doreur et du tailleur de pierre. L'on peut même ériger d'imposants temples à Dieu. L'on peut faire toutes ces choses et de nombreuses autres qui ravissent les sens et satisfont l'âme. Et ayant réalisé tout cela, je me suis promis que je m'approprierais ma part des bonnes choses de la vie. Je ne serai pas l'un de ceux qui regardent de loin, avec envie, les riches jouir de leur fortune. Je ne me contenterai pas de revêtir les habits les moins chers, qui paraissent respectables. Je ne me satisferai pas du sort d'un homme pauvre. Au contraire, je m'inviterai à ce banquet des bonnes choses. Étant, comme vous le savez, le fils d'un humble marchand, venant d'une famille nombreuse et n'ayant aucun espoir d'hériter, et n'étant pas doté, comme vous l'avez dit si franchement, de pouvoir ou de sagesse supérieure, j'ai décidé que si j'allais accomplir ce que je désirais, j'allais devoir y consacrer du temps et de l'étude. En ce qui concerne le temps, tous les hommes en ont en abondance. Vous, chacun d'entre vous, avez laissé passer suffisamment de temps pour vous enrichir. Or, vous reconnaissez qu'il n'en est pas ressorti grand-chose, à part vos bonnes familles, dont vous pouvez assurément être fiers. En ce qui concerne l'étude, notre sage professeur ne nous a-t-il pas appris qu'il y avait deux sortes d'apprentissage? La première qui traite des choses que nous avons apprises et connaissons déjà, la deuxième qui nous forme à découvrir ce que nous ignorons. Par conséquent, j'ai décidé de découvrir comment l'on pouvait s'enrichir et, après l'avoir découvert, d'en faire mon travail et de le faire bien. Car n'est-il pas sage d'essayer d'en profiter tant que nous résidons sous le soleil, puisque suffisamment de regrets nous envahiront lorsque nous partirons pour l'obscurité du monde des esprits. Jeune homme, je travaillais en tant que scribe au hall des archives, et pendant de longues heures chaque jour, j'écrivais sur des tablettes d'argile. Semaine après semaine, mois après mois,
Je travaillais dur, sans gagner plus que le nécessaire pour vivre. Acheter de quoi manger et m'habiller, faire pénitence à Dieu et d'autres choses dont je ne peux me rappeler, absorbaient tous mes revenus. Mais ma détermination ne m'avait jamais quitté. Un jour, Algamish, le prêteur, vint voir le maître de la cité et commanda une copie de la 9e loi. Il me dit « J'ai besoin de cette copie dans 2 jours. Si la tâche est réalisée à temps, je te donnerai 2 pièces de cuivre. » Aussi, je travaillais dur, mais la loi était longue, et au retour d'Algamish, la tâche n'était pas terminée. Il était en colère, et si j'avais été son esclave, il m'aurait battu. Cependant, conscient que le maître de la cité ne le laisserait pas me faire de mal, je lui lançai avec audace « Algamish, vous êtes un homme très riche. Dites-moi comment moi aussi je peux devenir riche, et je graverai l'argile toute la nuit. Quand le soleil se lèvera, la tâche sera achevée. » Il me sourit et répondit « Tu es un fripon impertinent, mais marché conclu. » Je gravais pendant toute la nuit, au mépris de mes maux de dos et de l'odeur de la mèche qui me donnait mal à la tête, jusqu'à ce que mes yeux voient à peine. Mais lorsqu'il revint au lever du jour, les tablettes étaient terminées. « Maintenant, dis-je, dites-moi ce que vous m'avez promis. »« Tu as rempli ta part du marché, fils, me dit-il gentiment, et je suis prêt à remplir la mienne. Je te dirai ces choses que tu souhaites savoir, car je deviens vieux et qu'une vieille langue adore jaser. Et quand la jeunesse se tourne vers la vieillesse pour des conseils, elle reçoit la sagesse de l'âge. Or, trop souvent, la jeunesse s'imagine que la vieillesse ne connaît que la sagesse d'époques révolues et donc n'en profite pas. Mais souviens-toi de ceci. Le soleil qui brille aujourd'hui est le soleil qui brillait quand ton père est né, et il brillera toujours quand ton dernier descendant basculera dans les ombres. Les pensées des jeunes, continua-t-il, sont des choses vives, qui brillent comme les météores qui illuminent souvent le ciel. Mais la sagesse de l'âge est comme les étoiles fixes, qui brillent de manière si inchangée que le marin peut se fier à elles pour ajuster son cap. Écoute-moi bien, car sinon tu échoueras à comprendre la vérité de ce que je vais te dire, et tu penseras que ton travail de cette nuit aura été en vain. » Puis il m'adressa un regard perspicace sous ses sourcils broussailleux, et dit d'un ton bas, déterminé, « J'ai trouvé le chemin de la fortune quand j'ai décidé qu'une partie de ce que je gagnais me revenait, et tu le trouveras aussi. » Puis il continua à me regarder d'un regard perçant, sans rien ajouter. « Est-ce tout ?» demandai-je. « Cela suffit à changer le cœur d'un gardien de moutons en celui d'un prêteur, » répondit-il. « Mais tout ce que je gagne me revient, non ?» demandai-je. « Loin s'en faut, » répondit-il. « Ne paies-tu pas celui qui te fournit en habits? Ne paies-tu pas celui qui fait tes sandales? Ne paies-tu pas les choses que tu manges? Peux-tu vivre à Babylone sans dépenser? Que te reste-t-il de tes revenus du mois dernier et de l'année dernière? Imbécile, tu paies tout le monde sauf toi-même. Abruti, tu travailles pour les autres. Autant devenir esclave et travailler pour ce que ton maître te donne à manger et à porter. Si tu gardais pour toi 1/10 de tout ce que tu gagnes, combien aurais-tu accumulé en 10 ans? Ma connaissance des chiffres ne m'abandonna pas, et je répondis « Autant que je gagne en 1 an. » « Tu dis des demi-vérités, » rétorqua-t-il. « Chaque pièce d'or économisée devient un esclave qui travaille pour toi. Chaque pièce de cuivre qu'elle te rapporte est son enfant, qui peut également te rapporter. Si tu deviens riche, alors le capital que tu as économisé doit te rapporter, et ses enfants doivent te rapporter, et les enfants de ses enfants doivent te rapporter, que tous puissent contribuer à générer l'abondance que tu recherches. Tu penses que mes conseils ne valent pas ta nuit de travail, continua-t-il, mais je te rémunère 1000 fois plus si tu as l'intelligence de comprendre la vérité que je t'offre. Une portion de tout ce que tu gagnes te revient. Celle-ci devrait représenter non moins d'1/10, indépendamment de ce que tu gagnes. Elle peut être autant que tu peux te le permettre. Paie-toi d'abord. N'achète pas plus de tuniques et de sandales que tu ne peux te le permettre avec le reste, tout en gardant assez pour acheter de quoi manger, faire de bonnes actions et faire pénitence à Dieu. La richesse, comme un arbre, pousse à partir d'une minuscule graine. La première pièce de cuivre économisée
et la graine à partir de laquelle ton arbre de richesse poussera. Plus tôt tu plantes cette graine, plus vite ton arbre grandira. Et plus assidûment tu nourris et arroses cet arbre avec des économies régulières, plus vite tu pourras nager dans le bonheur sous son ombre. » Sur ce, il prit les tablettes et sortit. Je songeai longuement à ce qu'il m'avait dit, et cela me sembla raisonnable. Aussi, je décidai que j'allais suivre son conseil. Chaque fois que j'étais payé, je prélevais une pièce pour chaque 10 pièces de cuivre et je la cachais. Et tout étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas plus à court de moyens qu'avant. Je remarquais à peine la différence à mesure que j'épargnais. Mais souvent, tandis que mes réserves s'accroissaient, j'étais tenté de tout dépenser sur certaines des bonnes choses qu'offraient les marchands, apportés par chameau ou par bateau depuis le territoire des Phéniciens. Mais, sagement, je m'en abstins. 12 mois après son départ, Algamiche revint et me demanda « Fils, as-tu économisé non moins d'un 10e de tout ce que tu as gagné cette année ?»« Oui, maître, » répondis-je fièrement. « Très bien, » dit-il avec un large sourire. « Et qu'en as-tu fait ?» J'ai confié mes économies à Asmur, le fabricant de briques, qui s'en allait voguer les 7 mers et m'a dit qu'à Tyr, il m'achèterait les rares bijoux des Phéniciens. À son retour, nous les vendrons à prix fort et partagerons les bénéfices. « Tous les imbéciles doivent apprendre, » grogna-t-il. « Mais pourquoi te fier à un fabricant de briques pour s'y connaître en bijoux? Irais-tu voir le boulanger pour en apprendre plus sur les étoiles ? Non, parbleu, tu irais consulter l'astrologue si tu avais la capacité de réfléchir. Tes économies ne sont plus, jeune homme. Tu as arraché ton arbre de richesse par les racines, mais plantes-en un autre, réessaie, et la prochaine fois, si tu veux des conseils sur les bijoux, consulte un bijoutier. Si tu veux comprendre la nature des moutons, va voir le berger. Les conseils sont donnés librement, mais attention à n'écouter que ceux qui en valent la peine. Celui qui demande conseil quant à son épargne à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans ce domaine, le paiera de ses économies pour prouver la fausseté de ses opinions. » Là-dessus, il s'en alla. Et les choses se passèrent comme il l'avait prédit, car les Phéniciens sont des canailles qui vendirent à Asmur des bouts de verre sans valeur, qui ressemblaient de loin à des gemmes. Toutefois, comme Algamiche me l'avait demandé, j'épargnais de nouveau chaque 10e pièce de cuivre, car j'en avais à présent pris l'habitude, et cela ne m'était plus difficile. 12 mois